Bienvenue, c'est Clélès, et aujourd'hui on va parler du début d'une franchise qui sera devenue une des plus grosses sagas de l'histoire du jeu vidéo. Nous allons parler de Final Fantasy 1. Final Fantasy, premier du nom, sauvant de la faillite une société nommée Squarco, est le premier d'une saga des plus longues du jeu vidéo, bien plus que Fast and Furious. La saga Final Fantasy est une des sagas majeures du RPG japonais, Dragon Quest étant une institution au Japon, et aussi les Shin Megami Tensei. Mais en dehors du Japon, c'est Final Fantasy, la saga, qui est plus populaire que ces derniers. Final Fantasy pose les bases de ce que sera la saga, même si au final, le jeu qui est Final Fantasy n'a pas l'once de l'innovation qui va rendre au fur et à mesure la saga unique dans le genre des JRPG. C'est le 18 décembre 1987 que sort le jeu au Japon sur Famicom, et sortira ensuite sur des plateformes diverses et variées dans le temps. Passant des compilations avec Final Fantasy 2 sur PlayStation, GBA, mais aussi sur iOS et Android, et même sur MSX2 et la WonderSwan Color. Le jeu aura une version US en juillet 1990 et n'en rencontrera pas le succès qu'il a connu au Japon. La version originale s'écoulant à 400 000 copies sur Famicom et 600 000 en comptant la MSX2. Avec toutes les compilations et remakes, on compte environ, en 2003, 1,99 million de copies, plus les 140 millions de l'édition PSP. Le jeu est donc un franc succès au niveau japonais et plus tard au niveau mondial, à plus petite échelle. Et les critiques sont plutôt bonnes, tournant aux alentours de 80% et 70% pour les versions rééditées. Plus personnellement, je vais vous parler ici du début d'une saga qui m'est très chère, une saga qui a émerveillé mon enfance et qui m'émerveille toujours avec ses univers, qui m'a fait aimer un genre dont je me lasse plus depuis 17 ans, ouais, considérant que j'ai environ 21 ans actuellement. Ce Final Fantasy n'est pas le meilleur, mais il faut bien commencer quelque part, à commencer, par exemple, à remettre à flot une boîte qui est encore majeure de nos jours, une saga qui perd peut-être de son influence aujourd'hui, mais il reste assez prolifique pour être la troisième après Mario et Pokémon, et rien que ça. Final Fantasy est avant tout une histoire qui aurait dû être la fin, et qui heureusement ne l'a pas été. Si le gameplay reste basique, il faut se dire que le scénario et la musique restent dans le thème, c'est-à-dire une fin et un renouveau en même temps. Je préfère prévenir, je n'ai jamais joué à l'opus Famicom. J'ai eu Final Fantasy avec la compilation Dawn and Souls sur GBA, et je n'ai jamais joué qu'à cette version. Malgré les différences apportées, je pense pouvoir donner une bonne critique du jeu, n'ayant joué qu'à cette version. Et on commence directement par le gameplay du jeu, c'est parti. Le jeu est un RPG, comprenez un role-play game. Se basant alors beaucoup sur les jeux de rôle papier tels que Donjons & Dragons, on y retrouve expérience, PV, mana, etc. etc. Le jeu veut retransmettre la sensation d'avoir ses personnages combattant le mal, et il opte alors pour les combats au tour par tour. Le principe est simple, on choisit les actions de ces personnages après une rencontre aléatoire sur la carte du monde ou dans un donjon. Les actions se résolvent selon la vitesse des personnages et des monstres. Ceux qui ont la vitesse la plus élevée vont attaquer en premier. Le but est de vaincre les monstres sans que les PV de nos persos tombent à zéro, sinon c'est le game over. Les points d'expérience permettent de gagner des niveaux, ils vont augmenter les stats des personnages et les rendre plus forts. Pour ceux qui connaissent, ce passage peut vous sembler absurde, mais mine de rien, tout le monde n'a pas trempé dans le monde qui est le RPG. Final Fantasy commence donc avec la sélection des classes de nos 4 héros de la lumière. Donc le guerrier, un combattant, le tank qui fait aussi des dégâts, le moine qui ne porte ni arme ni armure et qui fait beaucoup, mais alors beaucoup de dégâts. Ouais, en gros, une équipe de 4 moines dans la version NES peut détruire le dernier boss en 2 tours. Le voleur qui est un combattant agile, le mage blanc qui va utiliser de la magie bénite, soin et sorts de dégâts sur les morts vivantes et humaines, le mage noir qui va faire des sorts de dégâts et des sorts d'affliction, et le mage rouge, le touche à tout mais moins fort. De manière générale, le jeu se résume à ça niveau gameplay, même si tu peux aussi utiliser des objets et prendre la fuite en plein combat. Le système de magie est particulier parce qu'il faudra acheter des magies par palier de niveau magique. Ayant alors 4 sorts possibles d'acheter par type et par niveau magique, il y en a 3 disponibles par niveau pour chaque mage. Il faudra donc faire un choix. Les magies sont bien évidemment réparties en magie blanche et magie noire. Un peu plus tard dans le jeu, nos personnages sont amenés à évoluer dans la maîtrise de leur art en montant d'un grade dans leur classe. Il faut se dire qu'à cette époque, Final Fantasy ne doit pas avoir un gros budget vu comme Squarco est sur le point de mettre la clé sous la porte. Mais il faut se dire que le gameplay n'est pas l'avantage de ce jeu qui a eu un succès assez grandiloquent au Japon. Le jeu reste assez fade au niveau de son gameplay, il faut bien l'admettre. Se déplacer vers ou dans un donjon pour vaincre le boss, le système de combat n'a pas forcément de saveur et le système d'évolution est simple. Mais en fallait-il beaucoup plus à l'époque? C'est une question que je me pose vraiment. Il faut se dire que les mentalités des joueurs par rapport au gameplay ont pas mal changé depuis. L'histoire est assez simple aussi, du moins pour notre époque. Je traîne souvent sur des forums de RPG Maker, un logiciel fabuleux qui permet de faire son RPG. On trouve souvent des scénarios dans ce genre. Final Fantasy raconte l'histoire du monde qui commence à se mourir. Le vent se meurt, la terre se dessèche, etc., etc. En bref, le vent, l'eau, la terre, le feu, les 4 éléments se dégradent. Ce sont les cristaux qui résistent chacun des éléments qui se ternissent. Mais une prophétie annonce un jour la venue de 4 héros de la lumière qui dissiperont les ténèbres. Et comme par hasard, le jour arrive où 4 héros se présentent
portant chacun un cristal à la main. Voilà quand je dis que c'est assez simple et cliché pour notre époque. En réalité, le fantastique est réglé comme ça aussi, les histoires de prophéties, tout ça, mais pour un scénario qui doit potentiellement marquer une fin, ce n'est pas si mauvais. Bon, l'univers est assez cool, les elfes, des nains, des monstres, etc. Le tout est médiéval, mais Final Fantasy prend déjà une touche d'originalité avec l'apparition d'un aéronef, un élément presque steampunk, et qui reviendra souvent. La saga apprécie rajouter une note de science dans son univers fantastique médiéval, et ça ne manque pas de charme. On a cependant du mal à rentrer dans les personnages, tout ça parce qu'ils ne parlent pas. Donc la section personnage, on va pouvoir la passer. Niveau scénario, il a un joli twist à la fin, mais pour résumer, ça reste une quête de restauration des cristaux banale. Pour les autres, ça va spoiler. On vous demande au début de sauver une princesse retenue par un homme nommé Garland. Vous lui bottez les fesses, et vous partez donc pour restaurer les cristaux. Vous volez un bateau après avoir dégommé un pirate qui sévissait dans la ville. Vous arrivez au village des elfes par-delà la mer, mais leur prince s'est endormi. Il faudra donc aller chercher un remède chez Matoya, une voyante qui a perdu son œil et elle ne peut plus rien voir ni vous aider par la même occasion. Après avoir appris que son œil était détenu par un saint Astos, un elfe noir, vous parlementez avec vos lames et vos sorts et lui atomisez la tête. Après avoir retrouvé l'œil de Matoya et avoir récupéré le remède du prince, il se réveille et vous donne de la dynamite. Dynamite utile pour pouvoir sortir de l'enclave de la mer intérieure et enfin se diriger vers le premier cristal, celui de la Terre. Aux alentours, la Terre est asséchée et vous vous empressez donc vite de restaurer le cristal. Arrivé dans la grotte où se trouve le cristal de la Terre, vous affrontez un vampire, mais qui ne garde pas le cristal. C'est après être allé voir un géant et récupérer un bâton tellurique que vous pouvez vraiment vaincre la créature qui est responsable de la chute du cristal, une niche. Après l'avoir expédié, le cristal est de nouveau actif et la Terre retrouve son état originel. Nos héros se dirigent alors vers la cité du croissant, vous parlez au cercle des sages en espérant que ce soit pas ceux de Durendal, et vous vous dirigez vers le mont Gulg, une sorte de volcan. Après avoir divagué sur une rivière, vous y arrivez enfin. Là, simplement glacier plus et bim, plus de boss du feu, une sorte de serpent avec 4 membres et des armes dans chaque main. C'est ensuite que, dans un labyrinthe de rivière, vous arriviez au lieu pour choper l'aéronef, le truc badass du jeu qui vole. Ensuite, il faudra passer l'épreuve pour pouvoir faire évoluer vos classes. Pour ce faire, il faudra récupérer une queue de rat dans un château en ruine et retourner voir le grand dragon Bahamut. Le guerrier devient paladin, le voleur un ninja, les mages des sages et le moine un maître. C'est ensuite que l'on part pour le temple de la mer, mais pour y accéder, il vous faudra un sous-marin. Mais plein de trous, le sous-marin aura bien besoin de la bénédiction d'une fée. Une fois dans le temple, vous combattez le kraken et le cristal de l'eau est restauré. Et c'est au tour de celui du vent, dont le cristal se trouve dans le château volant. Mais c'est en passant par une tour dans le désert qu'il vous faudra passer, et non avec votre aéronef. On bat Tiamat et le cristal du vent est restauré. Mais, en passant par le cercle des sages, on apprend que ce n'est pas fini et il faudra passer par le temple du chaos, là où était séquestrée, bâillonnée, ligotée la princesse du début. On y prend un portail pour y retourner dans le passé et on combat à nouveau tous les gardiens des cristaux. Arrivé à la fin, vous croisez Garland, qui vous raconte qu'il a restauré une boucle temporelle sans fin. C'est en réalité Chaos qui, en envoyant les boss que vous avez combattus pour restaurer les cristaux, a absorbé leur énergie pour devenir plus puissant. La boucle est initiée quand Chaos envoie dans le futur les 4 boss juste avant la mort de Garland au début du jeu et voler l'énergie des cristaux. Garland retourne dans le passé et devient Chaos en absorbant l'énergie des cristaux. C'est alors une boucle sans fin, vous battez alors Chaos, le dernier boss. 2000 ans plus tard, vous avez brisé la boucle que Chaos avait instaurée. C'est ainsi que se résume, mais pas tant que ça, le scénario de Final Fantasy 1. L'idée de la boucle temporelle vous aura sans doute rappelé Bravely Default, dont le jeu se pose en embranchement de la saga Final Fantasy. Simple pour nous aujourd'hui, je trouve qu'il y a une logique un petit peu dans ce scénario. Imaginez que ceci peut être la fin d'une société, d'un projet. Je trouve que l'idée de la boucle temporelle infinie est une idée qui caractérise l'envie que cela ne se finisse jamais, et que si ceci se finit, ce sera la dernière chose qu'il restera de ce projet. Mais l'idée aussi de briser la boucle, c'est justement la sortie de la fin, la destruction de la boucle poussant alors vers une suite à cette aventure, à ce projet. Je suis un grand fan de Uematsu, ces musiques ici sont assez ouf, et celles que vous entendez derrière depuis le début. Certes, c'est le son GBA ici, pas la version NES, mais il y a quand même du génie. Les thèmes sont très beaux et beaucoup serviront pour d'autres Final Fantasy par la suite. On pense notamment à The Prelude et l'Opening Theme, qui sont à la base même des jeux niveau musique. La musique de Mont Gulg sera reprise pour Final Fantasy IX, dans le donjon du même nom. La musique de combat met aussi les bases de ce que seront les musiques de combat dans Final Fantasy. Une montée harmonique, une ligne de basse redondante, puis une entrée en matière rapide. On a vraiment l'impression de se lancer dans un combat, ensuite la tension d'analyse de l'adversaire, puis le combat en lui-même avec des déferlements de coups. La fanfare pour le thème des victoires est aussi un élément repris longtemps après dans la saga Final Fantasy, qui est une marque de fabrique. Fredonnez ce mouvement et les gens sauront que vous aimez Final Fantasy. Outre l'aspect héritage du titre, l'OST de Final Fantasy colle très bien avec les décors, orchestral quand il le faut, puis électronique dans les donjons qui le méritent.
La musique du boss de fin met en avant l'intensité et l'importance du combat, sans partir dans tous les sens. Elle se calme à des moments pour repartir en intensité aussitôt, donnant un côté très dramatique au combat. C'est tout le génie de Nobuo Uematsu, et il n'en est qu'à ses débuts, croyez-moi. Au final, Final Fantasy est ce qui pose les bases de la saga plus qu'autre chose pour nous aujourd'hui. Mais à l'époque, le titre est un assez gros carton pour qu'il fasse repartir Squarko, en faisant d'ailleurs sa saga phare. Et aujourd'hui, la troisième saga la plus prolifique du jeu vidéo. L'intérêt de nos jours n'est pas son scénario ni son gameplay qui peuvent déjà en repousser plus d'un avec les versions que nous avons aujourd'hui. Pour moi, Final Fantasy n'a d'intérêt que son aspect de base à la série, que je chéris tout particulièrement. Même si l'OST reste très bonne, ce n'est vraiment que le début du génie de Uematsu. Voici qui conclut cette critique de Final Fantasy 1, j'espère qu'elle vous aura plu. On parlera bien sûr de toute la saga, spin-off inclus, même si je les ai pas encore fait au moment où je vous parle. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, c'est ma toute première vidéo. Et pour la prochaine, on va parler de musique et d'un groupe qui sort bientôt un nouvel album. Je suis un petit peu en retard d'ailleurs. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine critique. Salut!